Allez, bonjour à toutes et à tous. J'avais pas spécialement prévu de faire un brief aujourd'hui car jour de BCE, mais au final, il me semble que j'ai réuni suffisamment d'informations pour avoir des trucs un peu intéressants à vous dire, donc je le fais au final. Donc on va parler un tout petit peu, on va essayer d'enlever notre focus habituel qu'on fait généralement dans ces émissions sur les actifs américains spécifiquement. Bon, c'est un choix qu'on avait fait, hein, effectivement pas le meilleur au vu de la présidence Trump, mais bon, voilà, c'était plus pour dire, je ne peux pas suivre l'intégralité des actifs. Pourtant, vous voyez hein, dans ma liste après sur TradingView, le nombre de trucs que je suis, que je trade, etc. C'est surtout parce que je veux ces émissions pas trop bourratives, donc essayer de rester aux alentours d'une quinzaine de minutes. Pour moi, c'est littéralement impossible de suivre l'intégralité de mon portefeuille en 15 minutes devant vous, si ce n'est passer les actifs les uns après les autres en disant voilà, je fais ci, je fais ça, je fais ça, et pour moi, ça n'a aucune valeur pédagogique. Je vends pas de signaux, je vends pas de trucs comme ça. Donc voilà, c'est plus de dire partager l'intégralité de mon portefeuille, je le fais pas, ou alors je le fais partiellement dans Discord quand il y a un intérêt éducatif. Ces émissions, encore une fois, elles servent purement à but éducatif. C'est pour ça qu'on choisit un actif et qu'on prend le temps de se positionner dessus. Il est clair que le choix qui a été fait est plus que discutable, c'est-à-dire que si je pouvais revenir en arrière, je choisirais peut-être pas Wall Street comme support de ces émissions éducatives, parce que ça a clairement pas été le marché le plus rationnel qui soit, mais j'espère encore une fois qu'avec un changement de présidence, on va peut-être revenir sur quelque chose d'un petit peu plus classique côté américain que la folie furieuse qu'on a connue ces quelques dernières années et qui n'a pas été un repos pour les spéculateurs. Bref, aujourd'hui donc, jour de BCE, donc on va pas passer sur toute la partie contexte en soi, ça sert strictement à rien. Et même au contraire, aujourd'hui, donc à mon BCE, je vais switcher sur les indices européens. Donc on le fait spécifiquement aujourd'hui, et parce que j'ai quelque chose à vous montrer sur le DAX. Voilà, donc pas de partie contexte. Ok, contexte aujourd'hui égale BCE, attente très forte, parce qu'il faut bien comprendre que on n'attend rien de la politique monétaire parce que tout a été déjà délivré plus ou moins. C'est le verbe aujourd'hui qui va compter, mais c'est surtout le timing. Il faut que vous compreniez que c'est la rentrée pour les marchés. Voilà, les enfants sont rentrés à l'école, ben nous c'est pareil, on vient de rentrer sur les marchés. Et il faut bien comprendre que du coup, on a une nouvelle maîtresse en plus, donc c'est de dire, elle est récente, donc on va encore une fois juger son vocabulaire. Et c'est surtout que la politique de l'événement de politique monétaire du mois de septembre, c'est toujours un événement qui peut générer pas mal de volatilité. Si vous regardez dans la saisonnalité, c'est clair que ça a souvent marché. Alors par contre, n'oubliez pas qu'il y a la Fed qui arrive derrière, hein, donc c'est pas tout qui va se jouer sur la BCE. Mais voilà, moi j'ai des raisons de penser qu'aujourd'hui il va se passer beaucoup de choses. D'un point de vue prix, en tout cas, il y aura énormément d'informations à tirer de ce qui se passera dans les, on va dire, les 24 prochaines heures. Donc BCE et post-BCE, attention, des fois il se passe rien sur la BCE si ce n'est du bruit, et ça se décide après. Bref, voilà, allez, on passe au graphique immédiatement, pas perdre de temps. Voilà, donc devant vous à l'instant présent, le DAX, ok, donc je considère comme référent européen, même si bon, on pourrait juger d'un CAC 40 ou regarder l'Eurostoxx 50, mais d'un point de vue technique, le DAX surtout, c'est waouh, enfin pour moi c'est au scalpel. Autant je galère en ce moment sur les marchés américains parce que bon, la gestion du risque et la bulle spéculative, ça va pas tout à fait ensemble, mais c'est comme ça. Et on voit par contre en zone euro quelque chose pour moi beaucoup plus intéressant. Alors pardon, je vais juste lancer mes petites flèches que j'ai oubliées. Voilà, donc ce que je vous ai mis ici sur ce graphique, les 3 points verts sont tout simplement les troisièmes bornes de range du DAX. Il y en a même une encore avant de mémoire que j'ai notée. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement écho à la mission qu'on a fait hier. Toutes les troisièmes bornes de range sur l'UT du contexte ici. Il y en a une en plus ici qui a été mal placée. Donc celle-là, c'est typiquement parmi les erreurs dont on a parlé hier. Il y a une erreur qui est le retard de l'indicateur dans 5 à 10% des cas, ou tout simplement, si vous suivez la pattern, c'est ici que vous retournez le contexte et que vous revenez le chercher. Par contre, vous voyez bien qu'il y a déjà un range d'UT inférieur mature. Dans ce cas-là, c'est tout simplement que votre troisième borne, elle est là et qu'elle a été détectée en retard. Voilà. Donc évidemment, là, dans ces cas de figure-là, je vous apprendrai de toute façon dans les exercices pratiques à détecter les retards de l'algorithme de façon rationnelle, pas juste de dire je pense que, mais je vois et ça corrobore à la pattern du retard de l'algorithme. Dans ce cas-là, on ne traite pas la troisième borne de range, mais on la positionne correctement. Hein. Rappelez-vous, ce qui est surtout important dans une troisième borne, c'est pas nécessairement de la trader, d'essayer de faire du pognon dessus, mais de dire ce sont des points de friction où normalement la smart money va prendre des décisions. C'est une zone d'indécision, donc c'est là où les gens qui ont le capital vont décider pour vous. C'est pour ça qu'il faut regarder ces zones-là et les noter parce qu'elles vous donnent des niveaux de prix horizontaux absolument stratosphériques. Donc voilà, le truc c'est ça.
Voilà toutes les troisièmes bornes de range. Maintenant, vous allez dire, mais attends, mais c'est pas bandant son truc. Moi, je veux vendre en haut, puis je veux acheter en bas. Bah, non, je vous dis, la troisième borne de range, elle dit qu'il y a un range. Donc déjà, quand vous avez plusieurs troisièmes bornes de range, ça montre que le marché, normalement, ne doit pas continuer de monter sur ces zones-là. Ce qui est exactement ce qui s'est passé à chaque fois. Troisième borne de range, même si celle-là est détectée en retard, elle existait sur l'UT inférieur. Hein. C'est-à-dire que là, la même pattern, vous l'aviez ici, retournement de contexte, tac, tac. Hein. Là, c'est juste que celle sur mon UT de contexte, ici, est détectée un cran trop tard, mais vous l'auriez chopé sur le canal de tendance, hein, donc c'est-à-dire sur l'UT inférieur. Donc une troisième borne ici, détectée après en retard sur l'UT de contexte, une autre ici, regardez à chaque fois comment réagissent les prix derrière, est-ce qu'ils explosent à la hausse et compagnie? Non, ils range. On voit ici toutes les structures, c'est-à-dire là vous avez des structures plutôt flat, on casse pas le support, on revient chercher quasiment le retracement intégral de la vague précédente. Ici vous avez le classique donc du fameux ABC, le range vendeur, ça vend dans le contexte et on déborde le plus bas précédent. Classique, là tu peux pas faire mieux. Ici vous avez le cas de figure du range vendeur avorté, le triangle, ok, c'est-à-dire là théoriquement on envoie toute l'énergie sur la première vague, mais on retrace quand même très profondément ici, mais au final on échoue à l'intérieur du contexte, on échoue à retourner le contexte, et là typiquement dans ces marchés-là, vous avez derrière ici la probabilité de faire un range vendeur, rappelez-vous ici j'étais bien vendeur du marché et je visais bien un nouveau plus bas, c'est là où on s'est fait latéraliser en triangle, et puis sortie haussière de la structure, après maturation des ranges du T inférieur. Bon, je vous apprendrai comment détecter les triangles également, on travaillera tout ça dans des émissions éducatives, du TP, on a encore plein de choses à voir. Hier c'était vraiment je vous mets les pieds dans l'eau, et après on va mettre le reste du corps. Il y a des trucs avec la troisième borne de range, j'en ai des centaines à vous donner. Enfin, pas des centaines, on va arrêter de Marseille. Et ici, même chose, donc on s'est pris un range du T inférieur mature qui a neutralisé la structure de tendance et qui nous a fait de nouveau un triangle. Donc là, ça fait 2 triangles de suite qu'on vient de faire sur ce schéma de range. Autrement dit, ici, pour moi, on est toujours en train de continuer ces structures-là. Cette fois, je ne sais pas trop ce qu'on va avoir, mais je note encore une fois qu'on a une première vague assez impulsive, tout comme ça avait été le cas sur les premiers shoots. Je note bien les 2 vagues de repli ici qui viennent chercher la troisième borne. Je suis très curieux de voir ce qui nous attend derrière. Est-ce que tout simplement on va encore une fois latéraliser sous forme de triangle avant une rupture haussière, d'accord, qui est une des options de cette stratégie-là? Est-ce qu'on va faire un range correctif ABC? Est-ce que tout simplement la suite de ces 3 bornes de range alignées, d'accord, qui nous laisse à penser encore une fois que ce dont on a à faire, c'est surtout un vilain biseau et que c'est pas très haussier comme type de structure. Voilà, c'est plus de dire, si on sort ici par le bas de cette structure, on risque d'activer la fin de la tendance de l'UT supérieure. Ok, et ce qui nous permet de le voir, c'est qu'on a eu donc 3 phases de range au sein d'une tendance. Et là, on se dit, attends, mais comment c'est structuré ce bordel? Comment on peut avoir du range dans une tendance? Ah, putain, j'ai la tête qui chauffe. Ah. Et ben, en fait, il y a plein de structures qui font ça, et notamment donc le biseau. Donc là, moi, ces 3 structures de troisième borne de range ici me permettent clairement de valider la structure en biseau qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'effectivement, les supports se compriment, on essaie de tenir ces derniers supports, mais les résistances cèdent de moins en moins, c'est très compliqué. Par contre, attention, le biseau n'est pas nécessairement une structure dont on sort absolument par le bas. C'est juste une structure dont normalement la sortie est plus baissière qu'haussière. Donc, c'est pour ça que je vous invite à être prudent avant la BCE, surtout si vous avez des expositions acheteuses, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les marchés sont en train de clairement s'essouffler, et pour moi, ces structures-là traduiraient que ici, la smart money s'est dit, bon, bah ok, on va gérer le risque, mais bon, quelques jours plus tard, bon, ça gère pas grand-chose, allez, on coupe les couvertures, et on regarde jusqu'où le marché monte. Le marché fait son nouveau plus haut, et puis, oh merde, putain, quelques jours plus tard, on revient dessous. Oh, pas bien bandant, mais rappelez-vous comment la smart money fonctionne. Elle ne prend pas de vente à découvert si elle n'en est pas sûre, et elle ne vend pas ses actions si elle n'a pas de raison de le faire. Elle va utiliser des produits dérivés, surtout qu'aujourd'hui, comme on est dans une bulle de produits dérivés, la couverture est peu chère, et les taux d'intérêt étant très faibles, on peut avoir recours à l'emprunt pour se couvrir plutôt que de vendre ses actions. Ok, c'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc les patterns de troisième borne de range, c'est là où la smart money va décider si elle vend ses actions, partiellement, elle vend jamais tout, et est-ce qu'elle en vend, voilà, beaucoup, pas beaucoup, et quel type d'action elle va vendre. Mais c'est vraiment dans ces zones-là que la smart money agit. Ici, la smart money se couvre, il s'agit de trades en reverse, donc là, c'est des achats de put sur les valeurs à risque. Même chose ici, elles vont couvrir le portefeuille en reverse. Ici, évidemment, on récupère la couverture, et là, on effectue la gestion du risque.
Ok? C'est comme ça que le schéma se met en place dans un range. Reverse égale couverture. La vague 2, c'est typiquement la psychologie qu'on va rechercher, c'est rachat de la couverture. La phase 3, c'est mise en action sur le portefeuille. Ici, on a géré le risque, on a commencé à mesurer le risque. Comment? Je vous l'ai appris, en regardant comment le marché se comporte entre la vague 1 et la vague 2, c'est la structure de ces vagues et la façon dont le marché répond qui conditionne l'action de la troisième vague. Okay, donc là, quand je me dis, ça fait 3 fois qu'ils se prennent des tatanes, 3 fois qu'ils se disent, bon, ça va, ça se passe bien à chaque fois, j'ai pas l'impression que cette fois, on est le même schéma. Donc déjà, à mon avis, l'option triangle, ça me paraît absolument impossible à mettre en place dans le contexte actuel. On a un peu plus de visibilité, mais on a quand même aussi beaucoup monté les prix. Donc à mon sens, ici, le choix qui va être fait par la smart money, c'est binaire. C'est soit ils vont rien faire du tout, et ils vont dire, ok, en fait, ça fait 2 mois qu'on traite la même zone de prix dans ce biseau, on va en sortir par le haut. Dans ce cas-là, la première des choses qu'on va faire derrière, c'est extrapoler le canal. On ira viser ce truc-là, c'est-à-dire qu'on sortira de là et on ira chercher le canal. Report de l'amplitude du biseau à la hausse, pour chercher le report en canal, jusqu'à ce qu'un mouvement haussier s'épuise, etc. Je doute qu'on sorte par le haut du canal. Mais on ira probablement faire ce genre de structure. Alors pardon, je dis des bêtises, le canal, c'est le canal du biseau qui doit être... Bon, vous voyez, de toute façon, les deux convergent, hein, donc ça nous donnerait une zone, on va dire, vers les 14 000 points et un nouveau sommet historique sur le DAX, je pense, à la clé derrière. Ok, ça c'est une option, tout simplement, c'est la troisième façon de répondre qu'on a vu ici. Donc on a vu plusieurs façons de répondre au range, ça peut être un peu flat, ça peut être débordement du plus bas en range vendeur, ça peut être range vendeur avorté égale triangle, ça peut être range neutre triangle, ok, ou plusieurs formes, hein. Ici on s'en fout, ça peut prendre tout un tas de formes spécifiques, ok, ou bien ici donc le cas de figure où à mon avis on va avoir deux options, soit il se passe rien, c'est-à-dire on squeeze littéralement la zone est traversée sans gestion du risque, ça montre que la smart money ne veut plus couvrir et pense qu'il n'y a pas de baisse à faire ici. Dans ce cas-là, je pense qu'on aura une émergence d'un nouveau bull market et le franchissement obligatoire d'une résistance derrière qui me semble être toute désignée comme étant le sommet historique. L'option numéro 2, c'est à mon avis, cette fois on en sort et on risque de sortir de la structure de degré supérieur, qui est donc notre biseau. Puisque là, tout repli baissier risque de conditionner malheureusement la sortie du biseau. Après, la sortie du biseau, c'est pas la fin du monde, hein. Pour moi, le DAX vers les anciens supports, 11 200, ça se paye, voilà. Donc c'est juste, sortie du biseau marquera la fin de cette reprise Covid et le retour vers des niveaux de support. Est-ce que c'est ça qu'on va initier dans les 48 prochaines heures avec les BCE? Je pense, je vous donne mon avis, d'accord, qu'on va avoir un truc intermédiaire. C'est-à-dire, je me doute que la BCE, ça va pas trop plaire aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'alignement de ces trois structures, c'est pas bon signe. J'ai plutôt l'impression qu'on va finir là la semaine, que Wall Street risque de se prendre une nouvelle patate sur le Nasdaq, mais pas non plus la fin du monde, juste de quoi maintenir le doute en fin de semaine, et j'ai l'impression que la semaine prochaine avec la Fed, c'est là où on risque de franchir le niveau. Ou alors, carrément, on franchit le niveau et on fait panique à bord pour la Fed, c'est-à-dire on fait exploser la volate avant que la Fed arrive, espérant qu'elle joue une carte qu'elle sorte une carte de sa manche. Donc je sais pas, mais j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui le cluster se situe là et que c'est un cluster en rupture. Et voilà. Après, je note clairement que s'il se passe rien aujourd'hui, il faudra clairement couper les couvertures parce qu'il faudra pas dire, ok, moi, s'il n'y a pas de réponse aujourd'hui de prise de profit de la smart money avant une BCE, après un rallye qui est quand même assez colossal, c'est que tout simplement, à ce jeu-là, on considérera que les risques sont plus ou moins derrière nous, et à mon sens, ça veut dire sommet historique, ça veut dire qu'il faudra probablement sortir ces couvertures et éventuellement envisager du suivi de tendance à court terme, et ce genre de trucs. Donc on note bien que les invalidations sur les indices ne sont pas improbables non plus, et tout ça, ça va se décider aujourd'hui. Ok, je passe à la conclusion. Donc aujourd'hui, en fait, en soi, c'était pas vraiment une émission technique, mais je me sers de la BCE et de ce positionnement pour vous faire passer un petit peu de contenu éducatif. Allez, conclusion. Donc si je résume, l'essentiel de la raison pour laquelle j'enregistre un truc aujourd'hui, c'est pas pour vous dire il faut agir sur cette troisième borne de range, c'est la BCE qui va décider, comme on l'a dit, c'est basé sur du verbe. Donc en soi, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le discours? Est-ce que vous connaissez les questions, la façon dont on va répondre? Non, tout ça, ça va être justement l'incertitude à son plus haut niveau. La seule chose ici, c'est bien de comprendre que, effectivement, pour moi, ça colle tout à fait avec la structure à laquelle on a affaire actuellement, c'est-à-dire la troisième borne de range. Rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est la structure la plus indécise du marché.
Mais normalement, si vous avez compris aussi le message d'hier, la façon dont se sont produits les replis vague 1, vague 2 qui précèdent le traitement de cette vague 3, vous avez normalement des pré-informations qui présument de l'action qui va être réalisée par les investisseurs smart money. D'accord ? C'est la smart money qui traite les troisièmes bornes, c'est pas la dumb money. Et nous, les spéculateurs, on va juste essayer de présumer de ce que va faire la smart money. Comme je vous dis, en se comparant la bite, on regarde un peu les signaux et on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont l'air de faire les autres ? Voilà, on se compare et on essaye de réagir comme les autres. Rappelez-vous, la gestion du risque en soi, c'est une croyance. On ne sait pas ce qui va se passer. On sait juste qu'on essaye tous de savoir et que mécaniquement, un peu d'un effet moutonnier, on s'en vient à faire un peu tous la même chose et ça a cet effet autoréalisateur. La gestion du risque n'existe que parce que beaucoup de gens y croient, sinon ça n'existe pas. Personne ne prédit le futur. Le futur est imprévisible, mais dans les marchés, on y arrive un petit peu parce qu'on essaye tous de le faire. C'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'il va se passer un truc sur la smart money, je suis pas dans leur petit papier pour dire ils vont acheter, ils vont vendre, je pense à mon sens que, étant donné les niveaux de maturité et le gros pétard qui a sauté à Wall Street il y a quelques jours, j'ai l'impression que la smart money a bien compris qu'il valait mieux plutôt retirer quelques billes. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des prises de profit, mais maîtrisées. Je pense toujours pas qu'il faille penser à quoi que ce soit qui ressemble à un cataclysme ou voilà. J'ai plutôt l'impression que voilà, prise de profit modérée, je dirais quelque chose de l'ordre de 25% sur les tailles de position existantes. Allez, 33 pour celles qui sont un peu plus... Mais je pense qu'ici on va pas avoir affaire à de la couverture, mais vraiment à de la prise de profit, c'est-à-dire revendre une partie des actions, revenir sur du cash, peut-être investir ce cash sur des zones plus protectionnistes et attendre tout simplement qu'une consolidation se mette en place, qu'elle se structure et quand elle se structurera, probablement reprendre un achat. Moi en tout cas, c'est la structure dans laquelle je me positionne actuellement, réduction, couverture du portefeuille, je vais passer en position vendeuse parce que je suis quand même spéculateur, c'est déjà fait, enfin pour l'instant j'attends que ça confirme, quand ce sera vraiment confirmé, une exposition vendeuse un petit peu plus nette et évidemment dès qu'on commence à retrouver un peu de visibilité, réduire ses positions vendeuses et utiliser ses gains pour commencer à réinvestir et remettre un peu de cash sur certaines valeurs. Voilà un peu pour moi la prospective future. Évidemment tout ça, ça se décide aujourd'hui, c'est-à-dire que si je vois clairement qu'il n'y a pas de prise de profit et que ça accélère, là c'est clairement couper toutes les couvertures du portefeuille, se laisser malheureusement porter, voire peut-être même initier un tout petit peu de suivi de tendance sur certaines actions qui me semblent encore jouables. Mais alors franchement, j'ai regardé la compo du DAX, ça va être compliqué. Si ça pète par le nord, franchement, il va falloir qu'on fasse une émission entière sur le trend following sur une action, parce que je vous dis, pour trouver des trucs à acheter dans le DAX aujourd'hui, faut chercher quoi. Mais on fera cet exercice, bien entendu, je m'adapterai à la décision qui sera faite par le marché. Si c'est la solution couverture, c'est déjà fait, donc il n'y aura plus qu'à prendre quelques petits renforts. Si c'est la solution invalidation, on invalide et on fera une émission pour essayer de trouver des actions dans lesquelles on peut éventuellement essayer d'accompagner ce mouvement vers le sommet historique du DAX. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous retrouve tout à l'heure du coup pour l'émission Gestion du risque, 3e board de range. Youhou!